Voilà. À toi, François. Et tu te présentes peut-être ça. D'accord. Merci beaucoup. Vous m'entendez à distance? Oui, oui. Très bien, très bien. Parfait. Oui. Donc, merci. Merci donc de votre invitation conjointe à m'exprimer dans ces lieux. Donc, moi, je suis François Alla, je suis professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux et praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Et depuis le début de la crise, donc depuis un peu plus de 2 ans, avec un certain nombre de collègues, j'en citerai quelques-uns au cours de ma présentation, on fait notre travail académique de réflexion autour de cette crise. Et bien sûr, en plus de notre travail de praticien, notamment j'ai pas mal été investi sur le dépistage, vaccination et autres. Et on a une réflexion, je pense, qui est assez originale dans le contexte actuel, parce qu'elle est libre, d'une part, parce qu'elle est pluridisciplinaire, et parce qu'on essaye, dans nos points de vue, ce ne sont pas des opinions, ce sont plutôt des points de vue qu'on essaye de partager. Et comment je fais la différence entre les deux? C'est que nos points de vue sont étayés sur le plan scientifique à partir soit d'observations, on a réalisé un certain nombre d'enquêtes de terrain, soit à partir de la littérature scientifique. Donc, c'est une démarche étayée sur le plan intellectuel, mais c'est un point de vue, c'est-à-dire que sur une crise aussi complexe, je comprends très bien que je n'ai pas forcément le même point de vue que peut en avoir un réanimateur, par exemple, un infectiologue, un modélisateur. Et on a essayé de maintenir un espace de croisement de ces points de vue, ce qui n'était pas facile, et on y reviendra, parce que depuis mars 2020, où on nous a annoncé que c'était la guerre, la vraie guerre, rappelez-vous la déclaration, nous sommes en guerre, mais dans une guerre, malheureusement, on le voit avec une vraie guerre aujourd'hui, il y a 2 camps, et on est soit dans un camp, soit dans l'autre, donc c'est extrêmement difficile de maintenir des espaces de partage. C'est ce qu'on a essayé de faire, et on s'est exprimé très régulièrement dans le milieu académique, à travers des publications scientifiques, avec aussi dans la presse ou dans d'autres espaces. Et on a essayé de maintenir un petit peu ce fil conducteur d'analyse de la crise, dont je vous donnerai quelques éléments ce soir, et qu'on a entre autres formalisé avec Barbara Stigler, que vous connaissez bien, je pense, dans un ouvrage là, qui est sorti la semaine dernière. Ce n'est pas pour en faire la pub, c'est pour le présenter, mais qui va détailler un petit peu notre grille de lecture de cette crise, et qu'on a baptisé Santé publique année zéro, parce que c'est un regard de santé publique que l'on porte collectivement, et un regard malheureusement sévère, pas sévère par une volonté de sévérité de notre part, mais parce que malheureusement le constat est sévère au sens sérieux du terme, et assez dramatique, que ce soit en termes d'état de santé de la population, d'offres de soins, mais on y reviendra au cours de cette soirée. Donc, j'en étais où? Donc, il faut me surveiller sur le temps, parce que je peux être bavard et je sais qu'on a peu de temps et qu'il faut plutôt le consacrer à la discussion. Et dans toute crise, on a coutume de le dire, c'est un révélateur des forces et des faiblesses d'un système. Et donc, la plupart des problématiques que la crise a mis en évidence, et aujourd'hui on parle beaucoup, par exemple, de la crise hospitalière, ce sont des problématiques qui préexistaient. Mais la crise a mis en évidence ces problèmes. La crise, ça met aussi en évidence les forces, parce qu'on a souvent tendance à souligner les problèmes. Mais quand je vois le foisonnement d'initiatives de terrain qui ont été portées par des professionnels de santé, des collectivités territoriales, des associations, il y a une richesse énorme du terrain et qui a permis d'atténuer un certain nombre d'effets de la crise, et notamment auprès des personnes les plus vulnérables, j'y reviendrai. Des forces, mais des faiblesses, et notamment les dysfonctions énormes de la politique publique de santé telle qu'elle a été conçue, organisée et mise en œuvre en France. Et aujourd'hui, on continue d'en parler, et ça fait beaucoup l'actualité avec le McKinsey Gate, mais c'est qu'une des facettes des dysfonctionnements qu'on a pu avoir et connaître depuis 2 ans. Moi, je m'exprime, je suis, comme j'ai dit, enseignant et praticien de santé publique, donc d'un point de vue de santé publique, et d'un point de vue de démocratie sanitaire. Je suis par ailleurs président de la conférence régionale de santé et d'autonomie de Nouvelle-Aquitaine. Donc là, je parle bien sûr en mon nom propre, mais c'est quand même une culture, un regard, une sensibilité qui est importante pour moi. Parce que la démocratie sanitaire, c'est un dispositif juridique, organisationnel. On commémore cette année les 20 ans
la loi du 4 mars 2002, ou la loi Kouchner. Donc, c'était il y a 3 semaines qu'on a commémoré les 20 ans de la loi Kouchner. Mais avant d'être ce dispositif juridique, qui est extrêmement important, c'est d'abord un ensemble de principes fondamentaux. Et c'est là où je veux en venir, et qui rejoignent les principes de la promotion de la santé, c'est-à-dire le processus qui confère aux personnes, aux individus, aux patients et aux communautés le contrôle sur leur propre santé et donc sur les décisions afférentes, que ce soit des décisions individuelles ou collectives. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on part de ça, on part de ce dispositif de la démocratie sanitaire où moi, en tant que personne, en tant que malade, je suis maître des choix qui me concernent. Et nous, en tant que collectif, quelle que soit la nature du collectif, une association de patients, une communauté citoyenne, territoriale ou autre, on est maître des sujets qui nous concernent. Et ça, c'est un principe international extrêmement fort, c'est celui de la promotion de la santé, et c'est un principe de la démocratie sanitaire. Ceci étant dit, pour poser un peu le cadre, dans mon analyse et dans notre analyse, puisqu'elle est collective, comme je l'ai souligné, de la crise, pour moi, ça questionne deux éléments. D'une part, la façon dont les décisions étaient prises, c'est le côté démocratie, la démocratie sanitaire, et aussi la nature des décisions, c'est le côté sanitaire. Et ça, c'est très important parce que assez souvent, d'ailleurs, on était interviewé là tout à l'heure avec Barbara Stiegler, on nous a à un moment reproché, dans les prises de position de l'an dernier, de prendre le camp de la liberté contre le camp sanitaire. C'est-à-dire c'était soit la liberté, soit la santé. Non, nous, on n'est pas du tout dans cette logique. On considère que la façon dont la crise a été gérée est à la fois liberticide, enfin, je prends ce terme qui n'est pas exact, mais en tout cas, est adémocratique, et j'y reviendrai, mais à la fois asanitaire ou antisanitaire, de par les conséquences que ça a obtenues. Donc, pour nous, il n'y a pas du tout d'opposition entre les libertés et la santé, mais au contraire, les deux doivent aller de pair, et c'est, je résume ou je caricature peut-être, un des principes de la démocratie sanitaire. Donc, est-ce que la gestion de crise a pris en compte la démocratie en santé? Bien sûr, je pense que vous le savez, non, pas du tout. La Conférence nationale de santé s'en est émue, même le Conseil scientifique de l'Élysée, Jean-François Delfraissy, s'en est ému à plusieurs reprises, même dans un avis tout au début de la crise, au premier semestre 2020, en demandant qu'à côté des comités d'experts, il puisse y avoir aussi des comités citoyens qui puissent s'exprimer. Il n'a pas du tout été entendu là-dessus. Et en effet, dans ce contexte, l'État s'est resserré au sommet de la pyramide et même au tout petit sommet, puisque, vous le savez, les décisions ont été prises dans un tout petit comité, à l'Élysée, très clairement, dans des instances ad hoc, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le comité de défense, qui ont court-circuité tous les circuits de décision, de concertation, d'expertise, de démocratie sanitaire habituelle. Et l'exemple, c'est le conseil scientifique, alors qu'on a une haute autorité de santé, qu'on a une ANSM, alors je dis chaque fois l'agence des médicaments, mais une agence nationale des produits de santé, alors qu'on a un haut conseil de la santé publique, alors qu'on a Santé publique France, alors qu'on a une conférence nationale de santé, etc., etc. On crée un dispositif ad hoc, coopté, on ne sait où, on ne sait comment, et au bout de quelques mois, quand ce dispositif ad hoc a pris une liberté de parole, qu'est-ce qu'on a fait? On en a créé un deuxième. Et ça, c'est vraiment dramatique. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui l'expliquent. Ça a été notamment bien analysé dans l'ouvrage de nos collègues et qui on échange régulièrement, Boras Castel-Bergeron de Sciences Po Paris sur Covid, une crise organisationnelle, où ils expliquent qu'il y a un côté panique un petit peu. Les pouvoirs publics ont été paniqués en début de crise. Il y a un côté suivisme. Le modèle chinois, notamment tout au début, rappelez-vous ce qui avait pu être dit. Et il y a aussi un côté presque naturel, éthologique, dans un contexte de crise, de se dire, et c'est une idée assez ancrée chez nos décideurs, que moins on est nombreux à prendre la décision, plus on est rapide à la prendre, enfin plus la décision est prise rapidement, et plus on est efficace. Et d'ailleurs, on l'a entendu, on est en guerre, c'est une autre façon de faire la crise, et en guerre, on ne négocie pas la stratégie, on ne le discute pas, le général en chef la fixe, et tout le monde doit suivre.
Donc, quand on est en guerre, on ne réfléchit pas, on ne concerte pas, on agit. Et ça, c'est une erreur majeure. Et en tant que santé publique, parce que ce n'est malheureusement pas la première crise sanitaire, hein, qui a été étudiée, analysée, il y en a eu beaucoup de nature extrêmement différentes. Celle-là, c'est peut-être la plus importante de par l'impact qu'elle a eu, pas intrinsèque du virus, mais l'impact globalement qu'elle a eu au niveau mondial à travers les mesures qui ont été prises. Et c'est une erreur majeure pour au moins 3 raisons, en termes d'efficacité, en termes d'acceptabilité et en termes de confiance. Et je vais y revenir parce que c'est, je pense, important de préciser chacun des points. L'efficacité, d'abord, parce qu'effectivement, la décision prise seule dans son bureau à l'Élysée, elle est beaucoup plus rapide qu'une décision concertée. Par contre, ce qu'on gagne en rapidité, on le perd dans la mise en œuvre. Et ça s'est vu. Absence de mise en œuvre sur le terrain, retard de mise en œuvre. Et donc, effectivement, quand on concerte, ça prend un peu plus de temps, mais derrière, vous avez beaucoup plus de chances que l'ensemble des parties prenantes mettent en œuvre ce qui a été décidé collectivement. Deuxièmement, l'efficacité, c'est aussi l'adaptation des réponses à la diversité des situations territoriales. Et ça n'a pas du tout été le cas. Rappelez-vous, au début, c'était plan blanc pour tout le monde, y compris en Nouvelle-Aquitaine où le virus n'avait pas encore pointé son nez. C'était les mêmes mesures en France entière. Et il a fallu plus d'1 an pour qu'on se dise, mais finalement, les problématiques territoriales ne sont pas les mêmes, que ce soit en termes épidémiologiques, en termes d'offres de soins, de ressources, de vulnérabilité de la population. Donc, il faut adapter aux situations. Mais ça n'a pas du tout été le cas au début et ça a généré des problèmes, on pourra en parler, extrêmement importants. Par exemple, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, dans une région où le virus ne circulait pas, d'avoir mis en place la fermeture complète du système de soins. Et donc, résultat, 40% d'hospitalisation en moins pour infarctus du myocarde, pour accident vasculaire cérébral, des retards de plusieurs semaines, voire jamais rattrapés en termes de prise en charge du cancer, ça a des conséquences énormes et qui vont aller malheureusement au-delà des conséquences du virus lui-même. Deuxièmement, c'est l'acceptabilité. Bien sûr, des décisions qui sont prises comme ça, fait du prince, qu'on n'arrive pas à comprendre, ou qu'on peut comprendre dans un contexte électoral, hein, pourquoi un jour on met le pass, 15 jours après on l'enlève, pourquoi on décide ou telle mesure. Rappelez-vous quand même que l'été dernier, les stratégies vaccinales ont été annoncées par l'Élysée avant même que la Haute Autorité de Santé soit exprimée. Ça ne s'est jamais vu, ce genre d'inversion des rôles. Et non-acceptabilité, et il ne faut pas s'étonner, je ne la justifie pas bien sûr par là, mais je la comprends en tant qu'académique qui l'analyse, il ne faut pas s'étonner des rejets, des crispations, des violences parfois. Regardez la situation de la vaccination dans les Antilles, mais on ne pouvait pas arriver à un autre résultat, malheureusement, avec la méthode qui a été employée. C'est un véritable fiasco, c'est dramatique. Et le troisième point, c'est la confiance, bien sûr. De telles stratégies, ça casse complètement la confiance, dans les deux sens d'ailleurs, des pouvoirs publics envers la population, parce que ça a été dit, hein, les Français de toute façon ne sont pas responsables, donc il faut leur imposer des mesures X ou Y, mais aussi de la population envers ses dirigeants. Et ça, en santé publique, c'est dramatique parce que la santé publique et la prévention, c'est de la confiance par nature. Quand on est malade dans le soin et qu'on va voir son médecin, on a une problématique, on attend une réponse. J'allais dire, la confiance, elle est là par nature. En santé publique, on va bien. Et donc, pour se faire dépister, pour se faire vacciner, pour accepter un changement de mode de vie, il faut avoir une confiance très forte envers celui qui nous fait la promotion de ce changement. Et on l'a vu, pour prendre un exemple très concret, après H1N1, après, bon, c'était heureusement pas au même niveau, puisqu'il n'y a pas eu les mêmes conséquences sanitaires, mais le fiasco un peu de la gestion de H1N1 il y a un peu plus de 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Une chute de toutes les vaccinations, une chute des dépistages des cancers, parce qu'effectivement, quand on n'a plus confiance dans les pouvoirs publics, on n'a confiance en rien, et ça, en termes de santé publique, c'est dramatique. Donc, la démocratie sanitaire a été mise de côté, ce manque de concertation a été régulièrement souligné, hein. Malheureusement, ça n'a pas été entendu, hein. Ça soulève bien sûr des questions de principe, hein, autour de principes fondateurs de démocratie, tout court, hein, parce qu'on met sanitaire à démocratie, mais le mot démocratie est important, hein, dans notre cadre républicain. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'au-delà de ces questions de principe, hein, qui ont été exprimées par des
philosophes ou des politiques de bords très divers, qui viennent du libéralisme, par exemple. Nous, justement, ce qui nous distingue, c'est que dans cette analyse, c'est non seulement ça porte atteinte à nos principes, mais aussi ça porte atteinte à notre santé, parce que ce n'est pas efficace et c'est contre-productif. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer comme type de message. Ensuite, est-ce que ces décisions ont été sanitaires? Et je vais aller vite parce que je vois que ça fait longtemps que je parle, même si par politesse, Dominique ne me fait pas signe. Est-ce qu'elles ont été sanitaires? Ça veut dire quoi une décision sanitaire? La santé publique, et ça, mais ça vous paraît peut-être bizarre ou paradoxal, c'est une discipline qui a beaucoup de mal à exister, beaucoup de mal à s'imposer. D'ailleurs, j'avais regardé sur les 20 scientifiques les plus invités à la télé, 0 santé publique. Sur les 10 médecins les plus interrogés, 0 santé publique. Elle a été bizarrement absente. On en parle beaucoup, on parle de santé publique tous les jours, mais la santé publique n'a jamais été mobilisée, ou en tout cas, que ce soit les... Comment? Qui? Après, vous me direz à qui vous pensez, je vous dirai si c'est de la santé publique. Et donc, au-delà des institutions, voilà, je citais Santé publique France, je citais les autres agences sanitaires, c'est aussi les sociétés savantes, la Société française de santé publique, vous l'avez entendu souvent, la Fédération nationale de l'éducation à la santé, vous l'entendez souvent, et ce sont aussi les individualités ou autres. Enfin, là, la pierre est aussi dans notre jardin. Voilà, on n'a pas du tout su être lisible. Et là, pareil, la crise met en lumière aussi quelque chose de préexistant, c'est que pour beaucoup, la santé publique, ce n'est pas une discipline professionnelle, ce n'est pas une discipline médicale, ce n'est pas une discipline académique, c'est du bon sens. Et chacun peut bricouiller, peut prendre des décisions, alors ce qui est bien sûr complètement faux. La santé publique, comme toutes les disciplines, c'est un cadre, c'est des cadres conceptuels, c'est des principes, c'est des valeurs, c'est des méthodes, c'est des outils. Et une gestion de crise, on sait faire. Il suffit, vous pouvez aller télécharger le plan pandémie. C'était écrit, il suffisait de prendre plan pandémie, page 1, ligne 1, et on aurait bien mieux géré dès le... Mais malheureusement, on a tendance chaque fois à réinventer. Et dans ces principes, je veux juste en citer quelques-uns, mais qui me semblent essentiels parce qu'ils ont été malheureusement oubliés. C'est d'une part ce qu'on appelle la bienfaisance et la non-malfaisance, qui rejoint des principes éthiques que connaissent tous ceux qui font de l'éthique en santé. Et ça s'exprime notamment par un rapport bénéfice-risque favorable des mesures. Voilà. Je mets en place, par exemple, un confinement ou un couvre-feu. Je vais avoir un bénéfice, que j'espère, qui est moins de circulation virale, moins d'hospitalisation, moins d'admission réelle, moins de décès. Mais j'ai aussi un risque, et d'ailleurs qui s'exprime aussi aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est de la rupture des chaînes de soins. Et j'ai plus de personnes qui sont mortes d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, de cancer. C'est en termes psychosociaux. J'ai des dizaines de milliers d'adolescents qui ont été hospitalisés pour tentative de suicide, pour anorexie ou autre. On est à plus de 200% de saturation des services de psychiatrie de l'adolescent dans beaucoup de régions. Donc, c'est analysé ce rapport bénéfice-risque. Ça n'a jamais été fait. Si vous regardez tout le suivi de l'épidémiologie, de l'épidémie, pardon, vous voyez le lapsus, on va vous parler de l'impact des mesures, toutes les modélisations qu'ont pu faire Pasteur et les autres sur l'évolution de l'épidémie. Est-ce que vous avez déjà vu une modélisation sur l'impact des mesures sur la santé en général des Français, qui prend en compte l'ensemble des aspects et pas uniquement un des aspects qui est important à prendre en compte? Je ne dis pas l'inverse, mais est-ce qu'on a pris en compte ces aspects? Est-ce qu'on a analysé un rapport bénéfice-risque? Quand je mets un médicament sur le marché, voilà, je prends l'exemple d'un anticoagulant, mais j'espère que ça va anticoaguler, fluidifier le sang, mais j'espère que ça ne va pas générer d'hémorragie. Et en fonction de l'indication, je vais savoir chez quel patient le bénéfice va être supérieur au risque ou réciproquement. Et donc, je vais donner mes indications comme ça. Mais la santé publique, c'est pareil, que ce soit pour la vaccination, pour un confinement, pour un couvre-feu, pour un pass, ou etc. Quel est le bénéfice, quel est le risque? L'analyse n'a jamais été faite. Et un principe aussi important, c'est la répartition de ce rapport bénéfice-risque en population. Ça ne peut pas être le bénéfice pour les uns, le risque pour les autres. Et ça, on pourra y revenir. Ça n'a pas du tout été regardé. Et malheureusement, on le voit, ça a été le cas. Si vous regardez la répartition des hospitalisations, de la mortalité, il y a eu très récemment des synthèses de l'adresse ou d'autres qui le montrent, que bien sûr, lié à l'âge, lié aux facteurs de comorbidité, mais aussi lié à la situation sociale, à l'endroit où on vit, à l'origine géographique, etc., etc. Il y a des différences majeures qui vont du simple au décuple en termes de risque.
Donc, la bienfaisance et la non-malfaisance, ce sont des principes éthiques fondamentaux en santé et en santé publique. Et la justice. La justice, c'est bien sûr, comme je le disais, l'égale répartition des rapports bénéfices-risques, mais c'est aussi la prise en compte des vulnérabilités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient liées à un handicap, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient territoriales, liées à un état de santé, et la prise en compte de l'impact des mesures sur le renforcement ou la réduction de ces inégalités. Ça n'a pas du tout été fait. Ça n'a pas du tout été fait. Et on peut citer plein d'exemples. Et voilà, un exemple assez récent, hein, qui a été le pass sanitaire, transformé en pass vaccinal en novembre ou décembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a mis en place cette mesure? On a des jeunes en bonne santé qui se sont précipités avec l'outil numérique à prendre des rendez-vous de vaccination parce qu'ils voulaient garder une vie sociale, ils voulaient pouvoir continuer à prendre le train, à aller travailler tout simplement, à rencontrer leurs amis, etc. Et d'un autre côté, on avait les plus vulnérables à la maladie, c'est-à-dire ceux qui sont le plus hospitalisés, qui en meurent le plus, qui sont les personnes âgées, qui n'utilisaient pas l'outil numérique. En France, un Français sur 5 n'a pas accès ou n'est pas un utilisateur d'Internet, qui sont parfois distants d'un centre de vaccination ou tout simplement d'une offre de soins, qui n'ont pas de médecin traitant et qui se sont retrouvés complètement distancés et on se retrouvait avec le paradoxe où en France, on a la meilleure couverture vaccinale d'Europe chez les jeunes et la plus mauvaise couverture vaccinale d'Europe, je parle de l'Europe de l'Ouest, chez les plus âgés, qui sont les plus à risque. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui en France, on a tendance à oublier que l'épidémie circule encore. On a une centaine de décès par jour. C'est lié à ça. C'est que les plus fragiles, les plus vulnérables en France ont été les moins bien pris en charge. Et c'est quand même un paradoxe, si on a une analyse de bénéfices-risques, j'allais dire, basique, épidémiologique, que les moins à risque soient les plus vaccinés en France et les plus à risque les moins vaccinés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner les plus jeunes ou autres, mais je dis que si on a une vision de santé publique, on va d'abord voir ceux qui en ont le plus besoin et on va s'assurer que ceux qui en ont le plus besoin ont pu bénéficier du service de santé. Et ça, je pense que c'est important qu'on rappelle ces principes qui sont des principes de santé publique, des principes d'efficacité, des principes d'équité, puisque quand je parle d'efficacité en santé publique, pour moi, l'équité, c'est consubstantiel, puisque je juge, moi, l'efficacité d'une mesure au fait qu'elle puisse réduire ou aggraver les inégalités sociales de santé. Une mesure qui ne profite pas à ceux qui en ont le plus besoin, pour moi, c'est une mesure inefficace. Donc, c'est pour ça que je peux parler d'un terme ou l'autre, ce ne sont bien sûr pas des synonymes, mais pour moi, ça a le même sens. Et à oublier ces principes de santé publique, on en a oublié des principes éthiques de base. Rappelez-vous, quelqu'un comme Grimaldi, qui pourtant sur l'hôpital a pris des positions que vous connaissez depuis longtemps, qui explique qu'il ne faudrait peut-être pas rembourser la prise en charge de ceux qui ne sont pas vaccinés. Regardez ce qu'a dit le DG de la PHP à Paris aussi, sur est-ce qu'il faut les accueillir dans nos hôpitaux. Regardez les discussions qu'on a encore eues aujourd'hui sur la vaccination des enfants, où on dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas de bénéfice pour les enfants, mais il faut vacciner les enfants pour en protéger d'autres. Mais non, ça n'existe pas depuis le Code de Nuremberg, depuis tous les principes éthiques en santé. On ne fait pas, comment dire, on ne fait pas une action. On ne donne pas, on ne fait pas bénéficier d'une action en santé, qu'elle soit médicamenteuse, non médicamenteuse, à quelqu'un qui n'en bénéficie pas directement. Donc, si j'en bénéficie individuellement du vaccin, je suis vacciné, je vous le précise, parce que chaque fois que j'ai ce genre de discours, on va me dire que, etc. C'est toujours me classer dans des cases. Mais si je suis vacciné, que j'en bénéficie, et qu'en plus, j'en fais bénéficier les autres de par l'immunité collective, tant mieux. Mais si j'en bénéficie pas, et si j'en ai des effets délétères, ce n'est pas éthique, sauf si c'est un choix individuel, bien sûr. Mais chez des enfants, ce n'est malheureusement pas un choix individuel. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable chez les enfants, mais ce que je dis, c'est que l'argumentation qui a été prise au moment où on a fait le choix de vacciner les enfants, enfin les ados cet été et les enfants un peu après, lisez ce qu'a écrit la Haute Autorité de Santé. Lisez, alors je n'ai peut-être pas le temps de vous donner un extrait, mais la troisième dose chez les adolescents, la dose de rappel chez les adolescents, l'ANSM a émis un avis en janvier, lisez l'avis. Le premier paragraphe, vous pouvez le télécharger sur Internet, le premier paragraphe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul, on ne connaît pas le bénéfice
d'une troisième dose chez les ados. On ne connaît pas le risque d'une troisième dose chez les ados. On a demandé au laboratoire, ils n'ont pas voulu nous répondre, nous ne sommes pas en capacité de nous répondre. Mais bon, dans le doute, on l'autorise. Je veux dire, c'est une rupture complète avec tous les principes que l'on a en santé, que ce soit sur un produit de santé ou autre. Pourquoi je parlais de ça? Oui, c'était pour dire que de proche en proche, on en oublie même des principes fondamentaux. De dire qu'aujourd'hui, on peut refuser de prendre en charge quelqu'un parce que ses choix de santé ne sont pas les choix du pouvoir politique, enfin, c'est inimaginable. Moi, avec les prises de position que j'ai eu plein de non-vaccinés qui m'ont sollicité. Et quand j'estimais qu'ils devaient être vaccinés, j'ai tout fait pour les persuader, pour en discuter. J'ai parfois échangé pendant longtemps avec beaucoup d'interlocuteurs, parce que je suis persuadé qu'il faut se faire vacciner. Mais jamais je n'obligerai quelqu'un à se vacciner contre sa volonté. C'est contre un principe éthique de base. En protection individuelle, on serait dans une crise sanitaire avec un risque mortel en population et un vaccin qui empêche les contaminations, etc., dans un objectif de protection, de police sanitaire, oui, on peut être amené à prendre de telles mesures. Ce qui n'était pas du tout le cas de la situation et ce qui n'était pas du tout le cas du vaccin de la situation dans laquelle on était. Donc, je pense que c'est extrêmement important de préciser ces choses. Il y a des principes éthiques et qui ont été foulés aux pieds par le pouvoir politique et qui, doucement, malheureusement, ont infusé. Que des médecins comme Grimaldi, par exemple, se posent la question de la prise en charge de patients parce qu'ils n'ont pas fait les choix que lui aurait fait pour eux. Mettez-vous 2 ans en arrière, on n'aurait jamais entendu de tels discours. Et il n'aurait jamais eu tribune ouverte pour en parler dans la presse, à la télé ou ailleurs. Bon, le pauvre Grimaldi, ça fait 3 fois que je le cite. Hein. C'est parce que je l'aime bien, que j'ai apprécié ses ouvrages, que je me dis que pour quelqu'un comme lui prenne de telles positions, ça montre que notre société est bien abîmée. Notre société est bien abîmée, c'est un champ de ruines, d'où le titre, hein, Santé publique année zéro, c'est une allusion au champ de ruines éthiques, au champ de ruines sanitaires, au champ de ruines sociales dans lequel la gestion de crise nous a amenés en France. Voilà, bon. Voilà, il faut que je m'arrête, donc, mais on aura l'occasion sûrement d'en reparler dans les débats. Merci. Tout à fait. Ça montre que c'est vite fait. Merci François. Alors attends, j'espère que vous ne parlez pas de moi. Bah non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Personne n'est à l'abri, je pense. Non. Allah. François Allah. Comme sur la couverture. Facile. Myriam, eh bien, écoute, un autre point de vue sur la situation. Merci François. Un autre point de vue sur la situation. Ah, oui, non, ça c'est une bonne question. Ça va être une bonne question, ça. Ça, les gens ne l'ont pas vu. Oui, parce que l'épidémiologie, hein, c'est la science, comme son nom l'indique, hein, parce que c'est partie des maladies infectieuses, mais ça s'élargit, de l'étude des maladies, à la fois voilà, l'incidence, hein, ça on l'a vu beaucoup, combien il y a de cas dans une population donnée à un moment donné, mais aussi des causes, des facteurs de risque, voilà, pourquoi on a un cancer du poumon, pourquoi on a un infarctus, pourquoi on a le Covid ou pas Covid, et éventuellement d'évaluation des interventions. Donc c'est une discipline qui est importante en santé publique, qui peut contribuer à la santé publique. Mais pour moi, c'est une des disciplines, c'est une des sciences qui contribue, comme la sociologie des organisations est essentielle, comme la science politique est essentielle, comme la psychologie pour comprendre les comportements est essentielle, comme l'économie de la santé est essentielle. C'est une des disciplines qui contribue, mais je comprends votre question parce qu'on a souvent assimilé des courbes de modélisation épidémiologique et on considérait, parce qu'on est capable de tracer une courbe, on est capable de prendre une décision. Non, une décision, ça relève d'autres disciplines et qui n'ont malheureusement pas été invoquées. Tout à fait. Si tu me permets, on va donner la parole à notre deuxième invité, c'est-à-dire Myriam. Si tu veux bien te présenter en 3 minutes. Oui, enfin, je suis médecin à la retraite, formé en santé publique également, mais exerçant en tant que clinicienne. Et j'ai collaboré aussi avec Barbara Stiegler pendant plusieurs années, une dizaine d'années, dans le champ de l'éthique médicale. Quand cet événement, l'épidémie Covid est arrivée, moi j'étais, on va dire, j'étais pas hors champ, je travaillais sur le terrain
en tant que médecin auprès du tribunal, c'est-à-dire je voyais les personnes vulnérables pour les mesures de protection juridique, mais je n'étais plus impliquée dans le champ de la santé publique. Et j'avoue avoir donné ma démission du conseil d'administration de l'ISPED quand j'ai vu ce qui se passait, parce que j'ai trouvé qu'on ne prenait pas parole. Voilà. J'ai trouvé effectivement alors, les difficultés qu'ont eu visiblement mes collègues à prendre la parole dans le champ de la santé publique. Je ne les ai pas, je ne les ai pas vues, honnête. Mais ce que j'ai vu, c'est le silence et la réactivité, l'apostrophe, de ce que j'estimais être de la santé publique, et je l'ai vu se réduire effectivement à l'épidémiologie. Or, l'épidémiologie est quand même dans le champ de la santé. Comment? De moi? Il faut que j'approche le micro encore, comme ça? Oui, c'est bon, vas-y. Voilà, donc je comprends très bien votre question. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était une explosion de la carrière des épidémiologistes. Et que la santé publique, moi j'avais été étudiée au Québec en termes de santé communautaire, avait perdu son sens. Donc, voilà. Ça, c'est pour me situer professionnellement parlant. Après, j'ai réfléchi avec les gens du tous les jours dans mes quartiers, avec les personnes que je voyais sur le terrain, pour essayer de donner du sens à ce qui se passait. Et j'ai eu, puisque j'étais hors institution, j'ai eu envie de creuser la dimension anthropologique. Je me suis dit, toutes les épidémies, c'est toujours un champ de chaos. Enfin, je ne sais pas, c'est la santé publique en Ukraine, par exemple, moi, ça me paraît illusoire, si vous voulez. Je crois qu'il y a des moments de panique et de catastrophe où tous nos préconçus sont pris au dépourvu, et de toute façon, ça va là où, c'est ce que je disais à François Alain en travaillant, en préparant la conférence, l'arbre tombe du côté où il penche. Et ce que j'ai essayé de comprendre, c'est pourquoi il est tombé de ce côté-là, pourquoi il penchait de ce côté-là. Parce que je suis un petit peu formée en philo, et j'aime beaucoup Bergson, qui m'a inspiré beaucoup mes réflexions. Et lui, il dit que finalement, des actes libres, on n'en fait pas beaucoup dans sa vie, mais quand il y a un acte libre, il est préparé longtemps à l'avance. Et je pense qu'en fait, c'est vrai que les quelques actes libres qu'on fait, on les fait éventuellement, vous savez, c'est l'héroïsme, c'est Beltrame, tous ces gens. On fait un acte dans lequel on résume tout ce qui a été préparé. Se concrétise tout ce qui a été préparé. Et je me suis demandé quand même si dans la panique qu'on venait de vivre, il n'y avait pas une vision de l'humain qui était préparée et qui aboutissait au mouvement auquel on participait. On ne peut pas dire, je ne sais pas si on va parler d'erreur, mais c'était prêt et c'est tombé. Comme le coronavirus, il était prêt par nos agencements écolos, je ne sais pas, tout le mélange, et il était prêt et c'est arrivé. Seulement, on ne le sait pas, parce que ça, c'est la vie. Alors, j'ai essayé de réfléchir à ça sur un schéma anthropologique et vous allez vous le farcir. Voilà. Parce que j'ai réfléchi, j'ai fait 7 pages, vous aurez 7 pages. Ça va? Bon. Alors, d'abord, j'ai refusé le terme crise, parce que ça ne me paraît pas du tout adapté. Je pense qu'il faut être lucide, il faut oser, vous savez, c'est comme quand il y a eu la tempête. Vous savez que c'était un cyclone. On est gentil en France, je crois qu'on aime bien trouver les mots qui font passer la pilule. Ce n'est pas une crise, parce que ça ne reviendra jamais comme avant. On a vécu un bouleversement qui est de l'ordre de la catastrophe. Et regardez, même Alla et Stigler, ils le disent, c'est un champ de ruines. Bon, on va reconstruire, mais en fait, on s'est avalé une situation difficile qui est une catastrophe naturelle, parce que quand j'étais petite, à l'école, même pas à l'université, j'avais appris qu'il y avait des catastrophes naturelles, les catastrophes humaines, les catastrophes naturelles, c'était les épidémies, les volcans, les cyclones, les catastrophes artificielles, les guerres,
Et enfin, vous voyez, bon, et bien là, on est une catastrophe naturelle. Je suis retournée à mon CMA, mon CM2, et j'ai classé dans les catastrophes. Donc, quand j'ai pris les livres de philo, que j'ai regardé ce que c'était que les catastrophes, ce qui correspond à une catastrophe, c'est la notion d'événement. C'est-à-dire, dans la vie, une circonstance, une chose, ça peut être, qui surgit et qui nous prend tellement au dépourvu qu'on réalise qu'on vit pour la première fois quelque chose qui va bouleverser notre conception du monde. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'être sur un champ de ruines. Parce que notre conception du monde d'avant ne va pas aller pour la conception du monde d'après. Donc, et ça s'appelle un événement. Bon, beaucoup de gens ont écrit sur l'événement. Moi, j'ai travaillé quelques auteurs, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais je vais simplement vous dire ce que j'en ai sorti. Vivre un événement, donc, c'est se trouver confronté à l'inexpérimenté et l'inconnu. Et l'exemple type de l'événement, c'est la naissance. Alors, vous prenez la naissance et vous avez tout de l'événement. C'est la propulsion d'un être, là c'est nous, on renaît, hein, dans un monde sur lequel sa vie intra-utérine lui a donné si peu d'informations, et pourtant, sans savoir, il doit croire qu'il a en lui toutes les dispositions pour s'adapter à ce monde dans lequel il surgit et oser sortir pour lire ce monde nouveau, lui donner sens et l'habiter. Donc je crois qu'on peut se dire qu'on est comme ça. Après, vous savez très bien qu'après une naissance dans une famille, il y a les psychanalystes. C'est-à-dire qu'à distance de l'événement naissance, on peut refaire tout l'événement, en discuter et puis expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais quand nous, aujourd'hui, on n'est pas avec des psychanalystes. Il faut qu'on se mette à réhabiter le monde qu'on découvre et qui est bouleversé. Notre conception, le monde, ce qui est bouleversé, j'en sais rien. Il faut toujours respirer, hein, c'est toujours la même chose. Et on a les mêmes problèmes. Donc, si l'épidémie, justement, est à interpréter, c'est que c'est un phénomène de civilisation qui vient s'attaquer sans ménagement à une société organisée. Ça, je crois que François Halal vient nous en faire la démonstration de façon parfaite. Bouleversant les rythmes, les rites et même les hiérarchies professionnelles qui nous assuraient, qui nous rassuraient et qui donnaient cohésion à notre système, y compris l'université, les rapports interprofessionnels. On vient d'en avoir la démonstration. Les mécanismes de propagation de l'agent causal, bon, typiquement c'est infectieux dans une épidémie, sont caractéristiques en fait des interactions des humains. Donc on va avoir à travailler sur toutes ces interactions, les voyages, les déplacements, les échanges commerciaux, je vous fais la liste, les rites funéraires quand il s'agit d'Ebola, de leurs interactions avec l'environnement, les rats, les puces, les moustiques, le brouillard, l'eau, l'alimentation, et là c'était le souffle, symboliquement très fort, hein. Après, avec des conditions d'ensoleillement, pas d'ensoleillement, les carences en vitamine D qui étaient importantes, l'urbanisme, la gestion des déchets, les conditions d'habitat, enfin tout ce qu'on peut regarder, ce qui fait les conditions des interactions d'humains. Sans le support de ce contexte-là, qui justifie tout à fait toute la réflexion de santé publique que François Halal vient d'apporter, il n'y aurait pas de phénomène épidémique. Donc le fait même, c'est nécessaire. Et ce phénomène épidémique se construit et il va être souffle, certainement. Il va être source aussi de la diffusion d'un sentiment de peur, celui d'être atteint ou celui de transmettre ou celui de ne pas pouvoir arrêter. Tout ça, c'est de la peur. Et du désarroi face à l'imprévu, l'incompréhensible et l'incertain. Bon, donc on a vécu un phénomène, un événement, mais on a vécu un événement dans des conditions qui sont strictement, je dirais, anthropologiquement normales. Et je pense que nous sommes conscients d'avoir traversé ce grand chambardement ensemble, mais la caractéristique du fait qu'on était bouleversé par nos émotions, c'est qu'on était ensemble, mais en réalité tout seul. Et on a été touchés dans nos capacités d'interprétation commune d'un monde partagé parce qu'on ne savait plus quoi se dire, puisqu'on était émotionnellement touchés ensemble, mais chacun tout seul dans les représentants du monde à comprendre. Et cette sensation d'isolement, que ce soit l'isolement d'un corps professionnel, que ce soit l'isolement de chacun d'entre nous, c'était difficile à vivre parce qu'on n'avait pas de repères.
Donc, ça veut dire qu'après cet ébranlement, on a inévitablement beaucoup de choses à repenser. Et c'est la perte de confiance. Il a tout dit, en fait. Je vais faire du plagiat. Mais oui, rien de ce à quoi on avait confiance n'a tenu. Vous savez la liste, les soins. Mais le milieu de travail et les activités de loisirs, tout disjoncté, et ça ne reprend pas comme avant. L'école, l'université, les relations familiales avec. À chaque fois, vous prenez un tiroir, quoi. On s'est castagné à la maison, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, vous savez la condition. Bon, voilà. Les relations amicales, on s'est engueulé. Il y avait les provax, plus possible de faire des repas sans qu'il y ait des discussions enflammées. Les voyages, la consommation, l'alimentation, le virus, les vaccins, les médicaments. Je vous fais la liste? Non, ce n'est pas la peine. Donc, on a quand même un vaste programme. Dans ce sens-là, on a beaucoup de travail à faire. On est lancé. Alors, nous sommes bien, mais par contre, parce que nous sommes encore près de l'événement, nous sommes encore dans une ambiance de confusion. Une ambiance de confusion dans laquelle il y a beaucoup de disputes et de récriminations, autant que de germes, de nouveaux modes de compréhension. C'est là qu'il y a du gros boulot à faire en santé publique. Il faut tout redécoder, tout donner sens. Et il faut, sur ces bases-là, il faut recréer un savoir-vivre ensemble à une échelle qui est devenue planétaire. Définitivement, nos rapports internes, à l'intérieur, nos rapports mondiaux, sont bouleversés. On va voir quel passe, quel carte, quel permis, etc. Bon, quel gaz. Bon. Alors, je vais vous proposer, je vais prendre que quelques exemples, parce que sinon, je serai encore plus longue que François là. Ce que j'ai travaillé, donc il ne reste plus que 5 pages. Alors, il faut reconnaître que ce n'est pas trop dur parce qu'il s'agit d'un regard a posteriori. Je pense qu'il y a un an, ça aurait été nettement plus compliqué de faire l'exposé qu'on fait aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs si on ne s'est pas confiné à cause de ça. Parce que, ben oui, entre ignorants, c'était impossible de se rencontrer. Se téléphoner, c'était déjà difficile. On en savait si peu sur ce virus. Et en plus, comme nous sommes nécessairement, surtout en France, mais ailleurs, ça doit être un peu pareil, parce que, enfin, sauf qu'il y a des explications superstitieuses peut-être plus faciles à d'autres endroits, mais au pays de Descartes, notre superstition, c'est le rationnel. Donc, on est plus attaché aux chiffres qu'au culte de l'incertitude scientifique, d'où la question de la dame. Est-ce que ça se résume à des chiffres? Est-ce que ça se résume à l'épidémiologie? Très pertinente. On a une impression de ça. J'ai même mon plombier, parce qu'on a des soucis de plomberie quand même, même pendant l'épidémie, qui m'a dit que lui aussi, il était un peu épidémiologiste. Vous savez, moi, madame, là maintenant, je suis tout. Je suis un peu épidémiologiste. Non, bon, ça va. Mais très bien. Bon, alors, donc, comme on était soucieux de donner du sens et de comprendre ce qui se passait, une cause déterminante, quand même, c'était bien, on avait un virus et la relation causale était facile. Mais ça ne suffit jamais aux gens. Donc, à chaque fois, le drame, c'était de répondre aux questions du sens. Le sens dans les deux sens. C'est-à-dire vers quoi on va, personne ne savait, justement. Et sur quoi pouvait déboucher un tel événement, on ne sait toujours pas. Et il s'agissait en situation de contrainte, la peur et le confinement, de donner aussi une signification, c'est-à-dire une forme présentable, rationnelle, à un phénomène que dans un bain d'ignorance, une société n'a pas les moyens de comprendre. Et ça, c'est super dur pour les gens qui dirigent. Enfin, c'est bien encore, le pape s'en est pas trop mêlé, mais tout le monde pouvait s'en mêler, tous les gens qui dirigeaient. Il fallait répondre à ces questions qui sont existentielles, qui sont fondamentales, et il ne fallait pas répondre en cacophonie, il fallait faire une chorale. Alors, vous connaissez le règne des divas. Donc, s'il n'y avait qu'une voix, c'était plus facile. Ça, c'est partout pareil, même pour les chorales. Et ce fut donc comme une surprise. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que quand on lisait comment ça se passait au Moyen-Âge, dans d'autres trucs, au XXIe siècle, on a été anthropologiquement pareil, dans la même situation que les gens qui nous ont précédés,
anthropologiquement, on est les mêmes. C'est juste nos outils qui changent. On n'utilise pas les mêmes gros mots, mais on a le même besoin, la même panique. Et alors, moi, je me suis dit, c'était extraordinaire en médecine, comme professionnel de santé, le grand désarroi, enfin pour moi, je ne sais pas comment ça a été pour les autres, mais je pense que c'était ça que voulait dire François là, le grand désarroi, c'était de réaliser que contrairement à ce qu'on pensait, moi j'étais élevée dans l'idée qu'il suffisait de chercher pour trouver et qu'il y avait toujours quelque part quelqu'un qui savait. C'est faux. C'est faux. Alors qu'on est toujours en train de s'organiser en société savante parce qu'on sait qu'on va aller chercher chez quelqu'un qui sait plus. C'est faux. Extraordinaire. Et on peut vivre dans un monde où on ne sait pas et personne ne sait. C'était quand même assez angoissant. Donc, pour les politiques qui ont toujours besoin d'aller chercher des experts, s'imaginer qu'il n'existait pas d'experts, ben vous comprenez, c'est comme quand on est sur la Terre et qu'on se dit qu'on est peut-être les seuls humains dans le cosmos. On ne supporte pas cette idée-là. Nous sommes tous persuadés qu'il y a une autre planète habitable quelque part. Ce vertige-là, on le supporte. Et ceci d'autant plus qu'on ne sait pas se parler et qu'on était avec des spécialités cloisonnées, ce qui rendait la position du politique extrêmement difficile. S'il parlait au virologue, il entendait un son de cloche, au pharmacologue, il en entendait un autre, au médecin clinique ou clinicien d'hôpital, il entendait encore une autre, entre gens qui, effectivement, ne se parlent pas depuis des siècles. On s'est formés les uns les autres. Une collègue ne sait pas ce que c'est qu'un épidémiologiste. Vous voyez, et c'est normal, et c'est vraiment ça notre vie. Donc, on s'est trouvé plongé dans cette cacophonie, il fallait se débrouiller. Pour donner à la population, pour pas que ça complète les plans, on a réussi à le faire quand même, mais une illusion rationnelle à nos réactions. Alors, le problème, je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on a fait des illusions. Mais les illusions, elles ne sont pas venues comme ça. Elles sont en réalité fondées sur nos croyances de base. Et moi, j'ai trouvé trois croyances de base à partir desquelles on a construit nos réponses. On a un culte du quantifiable. Bon, il y a des pays dans lesquels c'est 1, 2, 3, beaucoup, on arrête. Nous, mais on a compté, mais le poil. Tous les matins, on se levait et on regardait combien il y avait eu de cas et combien il y avait eu de morts. Mais le pied, quoi. Vous comprenez? Ça, au moins, on savait quelque chose. Mais c'est idiot, parce qu'on comptait quoi? Bon, alors, le culte du quantifiable, c'est nous. La dévotion à l'information. Il fallait vite s'informer. Alors là, je ne sais pas, mais Poutine, il a trouvé le truc. Hein. Il coupe l'information, il n'y a plus rien. Et notre sentiment de toute puissance. Alors ça, c'est le meilleur, parce que là, on est tous embarqués. Et heureusement qu'on est en France, parce qu'on a une force d'esprit critique qui nous donne des Barbara Stiegler, des François là, etc. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais franchement, Boris Johnson, moins bien. Hein. La force de notre esprit critique vis-à-vis de cette religiosité montante, notre amour inconditionnel pour la liberté, qui motive la réunion de ce soir, nous encourage à échapper à cette période-là. Elle est passée, c'était que 2 ans, c'est rien dans l'histoire du monde. Mais il va falloir maintenant échapper au risque, et ça, je crois qu'en France, on va savoir le faire, mais échapper au risque que représente et qu'a représenté toujours dans toutes les sociétés une situation catastrophe, la naissance. Alors, je vais vous dire ma phrase parce que je l'ai beaucoup travaillé. L'adhésion d'une population calfeutrée et épuisée à la volonté d'un discours bien pensant. Vous notez tout, hein, on est dans la bien-pensance, réduit à des arguments binaires, dilués, homogènes et à connotation totalitaire, fondés sur des idées rassurantes et préconçues. Voilà. Donc, il va y avoir le pour, le contre des gens. Donc, on va... Et il faut remarquer qu'on a fonctionné comme ça, de façon rituelle, avec l'apparition des grandes figures de l'information, gardiens de la vérité du moment,
Et on a vu la montée, là, on a vu monter, en face du rituel de la bien-pensance globale, la réponse des partis pro-vax, anti-pass, pro-télécom. Enfin, c'est inévitable, on va avoir le pour et le contre, puisqu'il y a eu le grand pour. Alors, oui, bon, là, je parlais de Alla et Barbara Stucker, je l'ai déjà dit. Donc, je saute le paragraphe. Alors, si j'arrêterai, ben oui, ça y est, vous êtes placés, j'ai tout dit. Je voudrais juste, peut-être que je m'arrêterai à notre imaginaire de toute puissance, parce qu'après, il faut laisser parler les autres. Vraiment, vous savez, on est dans l'ambiance. Notre imaginaire de toute puissance, c'est une façon de le prononcer. On a eu le zéro Covid. Hein, vous savez, on va l'éliminer. Hein. C'est puissant, ça, là. Quand même, contre un virus, nous, on est tellement gros qu'un petit virus, c'est pas possible. Hein. Bon, et ça, on rêve. Mais nous, l'imaginaire qui a été le plus violemment bousculé, c'est notre idée de mortalité. On a oublié qu'on était mortel. C'est que pour les vieux, même en santé publique, je vous dirais, quand vous mourrez avant d'être vieux, c'est une mort imméritée. Alors, là, vous comprenez? Parce que la mort, ça se mérite. Faut pas... Hein? Ça se mérite. Bah oui, ça se mérite. Bah, à partir d'un certain âge. Mais c'est rigolo, on l'a oublié dans les EHPAD quand le Covid est arrivé. Non, mais attendez, vous voyez, on en est où là? C'est notre imaginaire, on était en plein. Alors, tout notre vocabulaire, toutes nos connaissances, hein, c'est vous qui me disiez, 60% de la mortalité arrive chez des causes qui peuvent être prévenues, c'est ça. Ah, tout d'un coup, là, il y avait un virus, il nous bousculait tous nos chiffres, et on ne savait même pas s'il pouvait être prévenu. Enfin, c'est extraordinaire. Si on meurt, la mort est une erreur. Vous vous rendez compte du truc qu'on a dans notre tête? La mort est une erreur. Bon, on n'est pas prêt. D'où la vie est une erreur quand même. Enfin, vous remarquez, papa et maman, c'est vrai. Et oui, mais ça change. Comment des gens qui ont ça dans leur tête vont-ils affronter une épidémie? Vous comprenez que ça va mal se passer. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Moi, je trouve que là, on a tout dit. On va être pris au dépourvu. On va jouer sur nos écrans, on va se les compter, on va machiner. On va se dire mince. Bon, donc, on va... Et ça, vous savez très bien qu'on est dans le transhumanisme à fond la caisse et qu'il y a des gens qui nous font miroiter qu'on va devenir immortels. Ce qu'on va faire pendant notre immortalité, je ne vous dis pas. Bon, là, voilà. Ça aussi, ça va être encore une histoire de gaz. Je le sens. Alors, donc, et du coup, les EHPAD. On fait quoi dans les EHPAD? Où les gens, à 88 ans, ne peuvent pas attraper le coronavirus parce que si jamais le coronavirus les fait mourir, vous vous rendez compte de ce qu'on leur a fait? Et ça fait longtemps que les familles dans les EHPAD demandent qu'ils ne meurent pas, qu'on ne meure pas. Parce que c'est toujours, on n'est pas encore dans la tranche immortelle, puisque le transhumanisme nous a dit que l'homme était programmé pour vivre jusqu'à 130 ans. Alors, il n'y est pas encore. Donc, là, on ne s'est pas posé la question si c'était de la mort relationnelle dont on parlait ou de la mort physique. Et on s'est construit des humains, ce qui fait que la vie n'est plus quelque chose à vivre. La vie, c'est être biologiquement pas encore mort. Voilà. Et donc, il faut rester biologiquement pas encore mort. On ne vous demande pas si vous avez quelque chose à faire ou pas, si vous avez des projets ou pas. On vous demande. Donc, ça va résumer l'existence. Donc, on s'est précipité comme ça sur nos programmes de prévention en balayant mais remarquez, toute une histoire. Nos enfants vont n'avoir qu'1 heure d'histoire par semaine dans les prochains programmes scolaires. Donc, ils seront encore meilleurs que nous. Tous les témoignages de l'histoire. Socrate,
Il n'a pas regardé la quantité de vie qui lui restait, il a regardé la qualité. Les gens, les résistants à toutes les époques, les gosses, nos gamins qui aujourd'hui vont aller donner un coup de main aux Ukrainiens, tous les moines de Tibérine, etc., Beltrame, toutes ces personnes qui ont montré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir envie de mourir pour accepter de plein gré de prendre le risque de mourir. Et alors là, je suis parfaitement en accord avec François là. On avait consacré, on avait consacré sur l'autel de l'éthique biomédicale, depuis Nuremberg, on vous a parlé d'autel, enfin bon, on avait consacré la notion du consentement. Et là, après avoir, et là, à des gens enfermés dans des institutions avec un programme de soins, d'une mesure thérapeutique, préventive, non médicamenteuse, la séquestration, pour faire court, hein, dont les effets secondaires, coûts, bénéfices, risques, il a dit le docteur Alain, les délétères étaient notoirement connus. Il n'y avait pas besoin de faire d'études. Hein. Là, c'est comme le coup du parachute pour sauter d'un avion. Il n'y a pas besoin de faire d'études qu'à témoin. Hein, je veux que ça parachute. Bon. Donc, on savait très bien qu'on avait des effets psychomoteurs de l'immobilisation, déclin cognitif par défaut de stimulation. Des patients que j'ai vus dans ce contexte, sur le temps des 2 années de confinement, moins 7 points à leur test, mini-mental test, alors que normalement, ils en perdent 1 ou 2 par année. D'accord? Donc, au maximum, sur 2 ans, je pouvais attendre à moins 4 points. D'accord? Mais ils étaient non biologiquement morts. Donc, désorientation par l'altération des rythmes de vie, détresse affective et dépression. Donc pendant ce temps-là, bien entendu, quand le vaccin est arrivé, là, le consentement, c'est devenu vachement important. Non, mais... Oh. Bon, voilà. Moi, je vous laisse réfléchir. Merci Myriam. On fera en sorte que le texte complet de la conférence de Myriam soit mis à votre disposition. Donc, je propose à Jean-Claude, si tu es patient, et oui, tout à fait. Et donc, c'est toi qui vas effectivement nous donner quelques éléments de réflexion, nous faire partager le point de vue justement de la Ligue des droits de l'homme. À toi, Bien. Alors, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, en fait. Oui, nous, oui, on est devant. Ça va. Écoute. Oui, vas-y. OK. Bien, ben moi, je vais vous faire un topo qui va croiser pas mal de choses qu'a déjà dites François là. Donc, ça tombe bien, puisque comme ça m'évitera de répéter. Et donc, je vais faire l'économie d'un certain nombre de choses. Néanmoins, je vais commencer par un... Même si... Vous n'entendez pas? Si, c'est bon. Vas-y. Vas-y, Jean-Claude, c'est bon. C'est bon, OK. Bien, mon propos, moi, c'est... Donc, je vous parle en tant que... Il a une connexion Internet instable. OK, non, je vous entends bien, là. OK. Ouais, OK. Donc, moi, je vous parle en tant que Ligue des droits de l'homme, donc en tant que militant. Mon propos va être donc forcément orienté avec un angle qui est un angle qui va insister sur 3 points, en fait. D'abord, une première réflexion. Un des droits fondamentaux, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie, effectivement, il a été... Allô ? Est-ce que Dominique, vous m'entendez bien? Oui, nous, on t'entend bien autour de la table. Le problème, c'est que dans la salle, c'est un peu plus compliqué. Au bouton vert, tourne le volume au bouton vert. Descendez un peu. Là, ça va. Voilà. Vas-y, allez-y. OK. Donc, je redémarre. Bien, simplement pour compléter les propos qui ont été portés par François Alla et par la précédente intervenante, moi, je vais vous proposer effectivement un angle d'analyse de la situation que nous avons connue avec la crise sanitaire comme révélateur et accélérateur en fait de dérives
Et je vais insister sur 3 points, non sans insister d'abord dans un premier temps sur le fait que pour la Ligue des droits de l'homme, qui est très attachée aux libertés et aux droits fondamentaux, le premier droit fondamental, c'est le droit à la vie, et que j'oublie pas qu'il y a quand même 142 000 de nos concitoyens qui ont perdu la vie, si l'on en croit la statistique publique, du fait de ce coronavirus. Et donc, je vais insister, moi, sur 3 angles d'analyse. Le premier angle d'analyse, c'est l'accès au droit à la santé. Le deuxième angle, qui est un angle un peu spécifique, c'est celui de la biosurveillance des citoyens et de la protection des données de santé. Et le troisième angle d'attaque, ça va être celui qu'a déjà abordé François là, mais que j'élargirai un petit peu, qui concerne le fonctionnement de notre démocratie. Sur le premier point, l'accès au droit à la santé, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise-là et la manière dont elle a été gérée a été révélatrice des inégalités d'accès au droit en matière de santé publique. Je vais m'arrêter sur quelques éléments de bilan d'abord pour éclairer ça, auxquels a rapidement fait référence déjà François Alain. Premier constat, c'est que les populations les plus exposées au coronavirus ont été aussi les populations les plus modestes et donc déjà les plus précaires. On en a parlé des populations âgées, mais il faudrait aussi parler de celles issues de l'immigration, de celles des quartiers dits sensibles ou prioritaires, d'habitats très denses. Le deuxième constat, c'est que ce sont les professions du bas de l'échelle sociale, ouvriers, employés, ces invisibles, dont l'activité est pourtant la plus essentielle pour le fonctionnement des services publics, dont la santé et l'action sociale, ou encore de l'industrie et de l'artisanat, qui ont été les plus exposés, car ne pouvant exercer leur activité en télétravail. Plus précisément encore, les populations aux ressources les plus modestes, c'est-à-dire si on prend les 3 premiers déciles de niveau de vie par exemple, ou celles nées à l'étranger, notamment en Afrique et au Maghreb, résidant dans des petits logements et le plus souvent dans le parc de logement social, ou encore les bénéficiaires de la CMU-C, toutes ces populations-là sont celles qui ont enregistré les plus forts taux de formes graves d'hospitalisation et de décès. Ces inégalités sociales ont été également marquées en matière de recours à la vaccination, puisqu'on sait qu'il y a à peu près la moitié des personnes aux revenus les plus faibles qui ont été vaccinées, contre 90% des personnes aux plus hauts revenus. Autrement dit, ce sont les populations les plus défavorisées qui ont été le moins protégées par le vaccin depuis que celui-ci est disponible. Enfin, et c'est un point auquel la LDH est attachée, en parallèle de la situation dans notre pays, on ne peut ici que dénoncer l'extrême inégalité d'accès aux vaccins, aux traitements, aux dispositifs médicaux et aux tests entre les pays développés et les autres, du fait des réticences à la levée des brevets de la part des entreprises pharmaceutiques qui ont pourtant très largement bénéficié durant cette crise d'aide publique. Ainsi, alors que cette crise sanitaire n'est toujours pas maîtrisée, l'enjeu du droit à la santé pour tous et de l'accès au droit en matière de santé reste d'une brûlante actualité. De ce point de vue, la crise a non seulement joué comme un révélateur, mais elle a aussi aggravé la situation sanitaire des populations les plus fragiles. Donc, mieux prendre en compte les inégalités sociales pour garantir le droit à la santé devrait constituer un leitmotiv de l'action publique en matière de santé, ainsi que le recommande d'ailleurs la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans un avis récent de février 2022. La mobilisation de la société civile à la faveur de la révision des schémas régionaux de santé sera aussi à cet égard importante dans les prochains mois. Elle le sera d'autant plus que ces inégalités sont accentuées par le mouvement de numérisation des données et des services de santé qui apporte une nouvelle contrainte, un nouvel obstacle pour les populations les plus âgées qui sont les moins familiarisées avec ces outils ou pour les plus démunis qui rencontrent les difficultés matérielles d'accès aux services numériques. C'est ce à quoi faisait aussi référence tout à l'heure François Alain. Et ça me fait venir au deuxième angle, c'est la santé sous surveillance. La gestion de cette pandémie par les autorités publiques s'est traduite par un recours de plus en plus systématique à des outils de contrôle et de surveillance biomédicale de la population. Cela a démarré dès le premier confinement, avec l'utilisation en avril 2020 par la police nationale et dans divers territoires de drones munis de caméras de surveillance
pour contrôler le respect du confinement. Or, cette utilisation est illégale et cette illégalité a été confirmée suite à des recours par le Conseil d'État, puis par le Conseil constitutionnel. En mai 2020, la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire a autorisé le gouvernement à mettre en place un système de recensement et de traçage des personnes contaminées via 2 fichiers, le fichier SIDEP et le fichier Contact Covid. Ce même mois a été lancée l'application Stop Covid, qui visait à tracer via le Bluetooth les téléphones des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l'être et ayant téléchargé l'application. Notre organisation, la LDH, avec d'autres organisations telles que la Quadrature du Net ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ont dénoncé cette application pour son insuffisante fiabilité et sécurité, pour son efficacité très relative en termes de santé publique et pour son caractère discriminatoire. À son lancement, la première version de Stop Covid a donné lieu aussi à des réserves de la CNIL. En mars 2021, un décret sur mesure intitulé Data Calab, dont on a peu entendu parler, mais qui reprend le nom d'une entreprise de surveillance, a autorisé celle-ci à déployer un logiciel de détection du port du masque dans les transports en commun, malgré les critiques, là aussi, formulées par la CNIL. En mai 2021, 2 mois plus tard, ce fut la mise en place du pass sanitaire intégré à l'application Tous Anti-Covid dans le cadre de la loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Là encore, la CNIL a formulé certaines réserves, demandé à ce que ce dispositif n'ait qu'un caractère temporaire et soit assorti de garanties, notamment du point de vue de la protection des données personnelles de santé. Or, depuis sa création, le champ d'application de ce dispositif a été progressivement étendu, notamment à la faveur d'une loi du 5 août 2021, puis de celle qui renforce les outils de gestion de la crise sanitaire de janvier 2022, avec la création du pass vaccinal, la mise en œuvre de ce dernier ayant eu pour effet de limiter l'accès à diverses activités sociales, voire professionnelles, pour des personnes ne présentant pas un schéma vaccinal complet. Cet ensemble de dispositifs, largement adossés à des applications numériques, soulève de nombreuses questions et enjeux. Première question, c'est celui de la discrimination dans l'accès aux soins. Deuxième question, c'est celui de la discrimination liée à l'état de santé. Et troisième question, c'est celui de la sécurité et de la confidentialité des données de santé. Ce dernier point n'est pas le moins important, car il s'inscrit aussi dans le contexte de création très actuel de Mon Espace Santé, appelé à succéder au dossier médical partagé qui a été lancé en 2011, qui est un espace de stockage et de partage d'informations médicales, à savoir les traitements, les résultats d'examen, les antécédents médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation, le carnet de vaccination et j'en passe. Il sera aussi doté d'une messagerie, d'un agenda, d'un catalogue de services numériques de santé et il a été expérimenté depuis août 2021 dans 3 départements, suscitant déjà de nombreuses critiques. Et question, la mise en place de ce nouveau dispositif se fera sans le consentement préalable des patients et citoyens, et ce, alors que l'assurance maladie vient d'être victime ce mois-ci du piratage des comptes de 510 000 patients. De ce point de vue, la crise Covid a donc constitué une sorte de laboratoire en matière de gestion numérique d'une politique de santé qui, à bien des égards, a mis en scène une logique de contrôle et de surveillance accrue de la population et mise à mal des principes de fonctionnement démocratique. Et j'en finirai avec ce dernier point, à savoir le fait que cette gestion de la crise Covid s'est traduite par un contournement, sinon par un renoncement démocratique. La gestion de la crise sanitaire par l'exécutif a, dès le départ, été caractérisée par son centralisme, sa verticalité et par une mise à l'écart des instances sanitaires pourtant considérées comme compétentes, y compris en matière de gestion de crise, et par une distorsion donc du fonctionnement démocratique. Dès le mois de mai 2020, l'exécutif a mis successivement en place une task force interministérielle, un conseil scientifique, tout ce à quoi faisait référence tout à l'heure François Allard. Ces instances ont été créées ad hoc et sous l'autorité directe de l'exécutif, puis en mobilisant aussi le Conseil de défense. Tout ceci en laissant, durant plusieurs mois à l'écart,
les instances déjà nombreuses, en principe instituées en matière de santé, le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de Santé, l'ANSM, etc. Hypercentralisation, hyper-personnalisation et autoritarisme ont été les caractéristiques de la gestion de la crise Covid, toutes les décisions étant monopolisées par l'exécutif, tant au niveau central que territorial. Dès mars 2020, la mise en place et la prorogation durant 15 mois d'un état d'urgence sanitaire a contribué à une forme d'accoutumance de l'opinion à un régime d'exception qui a restreint les libertés, favorisé l'instauration de dispositions dérogatoires au droit commun. Je pense notamment au gouvernement par série d'ordonnances qui ont court-circuité ou marginalisé le débat parlementaire, et tout ceci ayant contribué à une concentration abusive du pouvoir aux mains de l'exécutif. D'ailleurs, le principe de prorogation de cet état d'urgence a suscité de vives réactions de plusieurs instances ou autorités indépendantes attachées à la défense des droits et libertés, qu'il s'agisse du défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, mais aussi des réserves des hautes juridictions que sont le Conseil d'État, qui est pourtant, on l'a dit, assez friand de suivre les positions du gouvernement, et aussi le Conseil constitutionnel, qui ont été saisis de nombreux recours, jusqu'au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'est ému de certaines dispositions prises dans le cadre de cet état d'urgence. Cette gestion très verticale et centralisée a aussi totalement écarté, on l'a dit tout à l'heure, François Lalle y a fait référence, les instances de démocratie en santé, qu'il s'agisse de la Commission nationale de la santé et de l'autonomie, des commissions régionales de la santé et de l'autonomie, des commissions territoriales de santé, des associations de patients et d'usagers, même si elles se sont mobilisées sur le terrain. Certes, ces instances fonctionnaient déjà parfois pour certaines d'entre elles de manière un peu compliquée, difficile avant la crise, mais le nouveau contexte de crise sanitaire aurait pu justifier leur sollicitation accrue. Bon, je le dis parce que François Alain est ici, mais la CRSA Nouvelle-Aquitaine s'est quand même mobilisée durant la crise sanitaire sur un certain nombre, je dirais, de travaux, ce qui fait qu'effectivement, certains ont pu réagir là où d'autres sont restés peut-être plus en marginalité. Dans le même registre, les dispositions prises dans ce contexte de crise, qu'il s'agisse des confinements, de la limitation de certaines libertés publiques et de restrictions de certaines activités, ont parallèlement provoqué une mise en sommeil de la démocratie de proximité en affectant l'ensemble des activités associatives et culturelles. Je voudrais faire référence toujours sous cet angle démocratique à un autre enjeu qui concerne la relation et la place de la recherche et de la parole scientifique dans le débat public, dont on a pu constater qu'elles étaient à la fois soumises à controverse, mais ceci est le propre du travail de recherche, soumises aussi à l'instrumentalisation par le pouvoir, à la méfiance d'une partie de l'opinion, mais dont les apports sont pourtant essentiels au débat démocratique. Enfin, il ne fait aucun doute que ce contexte a lourdement pesé sur le déroulement des élections municipales en 2020 et dans une moindre mesure sur celui des élections départementales et régionales de 2021. On a bien vu qu'en 2020, les élections municipales se sont caractérisées par un taux d'abstention absolument considérable lié au fait que les gens avaient tout simplement, pour une partie d'entre elles ou d'entre eux, craignaient tout simplement d'être contaminés et de ce fait-là ne se sont pas, pour certains, déplacés pour aller voter. Au bout du compte, cette gestion de la crise a surtout révélé et alimenté une défiance du pouvoir envers les citoyens et les corps intermédiaires et réciproquement une défiance déjà nettement perceptible du citoyen envers le pouvoir central. François Alain a insisté tout à l'heure sur l'enjeu de la confiance et effectivement, cette confiance-là, je dirais, elle a été trahie à la fois par le gouvernement et par ceux qui, effectivement, n'avaient pas confiance dans les mesures qui étaient prises par le gouvernement, mais c'était un jeu, je dirais, réciproque de défiance qui s'est instauré à travers de cette crise sanitaire. Durant toute cette période, la politique de l'exécutif a contribué à une déresponsabilisation, sinon à une infantilisation du citoyen, dont l'exécutif s'est beaucoup attaché à le surveiller, à le contrôler et parfois à le sanctionner.
Pour résumer cette gestion de l'état d'urgence sanitaire, je vais reprendre à mon compte cette réflexion d'un vice-président du Conseil d'État. L'état de droit souffre d'un recours trop fréquent au régime d'exception. Les droits et libertés s'en trouvent affaiblis. Surtout, que reste-t-il de la légitimité de l'État si chaque crise met à la fois en évidence son incapacité à y faire face dans un cadre normal et son impuissance à anticiper sa survenance? Nous ne devons pas davantage oublier que ce recours à un régime d'exception et ce souci de contrôle absolu de l'exécutif renvoient à des causes structurelles que sont l'affaiblissement d'un système hospitalier public déjà à bout de souffle avant la crise et l'assèchement de la politique et des moyens consentis à la recherche publique. Après 2 ans de crise et malgré un Ségur de la santé, il n'est pas du tout sûr que les mesures adoptées depuis y aient substantiellement répondu. Pour conclure, il serait nécessaire de tirer tous les enseignements de cette gestion de crise sanitaire, d'en interroger le schéma organisationnel et la gouvernance, car on ne peut se satisfaire de la répétition des atteintes aux droits et libertés sous couvert de dispositions toujours plus dérogatoires. Les esprits sont actuellement préoccupés par une autre crise, mais l'une et l'autre nous rappellent que les exigences en matière d'accès aux droits fondamentaux, de liberté publique, d'équilibre des pouvoirs ou de maintien des services publics restent un chantier dont pourraient justement s'inspirer des candidats aux très prochaines élections présidentielles et législatives. Du moins, pouvons-nous encore, en tant que citoyens, l'exiger à l'adresse de prétendants que l'on n'a que très peu entendus sur ces sujets. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Je donne la parole à Annie. Et en nous excusant d'avance de ne pas pouvoir laisser un grand espace pour l'échange, mais on sera peut-être amené à organiser d'autres initiatives. Je vais être de toute façon. Oui. Je vais être de toute façon, je pense que une intervention en ce sens où, en demandant à la santé un droit pour tous d'intervenir, j'interviens donc en tant que coprésidente de l'association et pour dire un petit peu justement qu'est-ce que nous avons fait, surtout en ce temps de crise. Donc, même si nous souscrivons à toutes ces notions de santé publique qui nous ont beaucoup interrogés, d'abord au début sidérés un peu par la situation, enfermés, et puis après résolument boostés par ce qui continuait de se passer, dans la mesure où la Santé pour tous, c'est une association qui existe depuis 2008 et qui agit pour une santé solidaire. Alors, avec des axes de bataille, et ce soir, j'en développerai 2 parce qu'ils sont quand même au cœur du sujet, dans le sens où, pour nous, cette pandémie, elle est venue percuter de plein fouet des sujets sur lesquels nous nous battions et a révélé, y compris toute l'insuffisance de la santé publique, de l'hôpital public et de la prise en charge de la santé. Alors, je développerai surtout 2 points, c'est ce que j'avais prévu, sur l'affaiblissement du service public de santé avec un combat majeur pour l'hôpital. Après avoir dénoncé les dérives de l'hôpital entreprise, la baisse drastique des lits, 80 000 quand même en 20 ans, et quasiment 18 000 rien que les 4 dernières années. C'est-à-dire que pendant la crise, alors qu'on avait toute cette réflexion autour de l'hôpital, on a continué à fermer des lits. Et c'était bien une logique qui continuait à se poursuivre. Nous étions concentrés ici à Bordeaux, localement, sur le combat par rapport à la fermeture de l'hôpital Robert-Picot. Et donc, nous avons, oui, c'était pendant la pandémie aussi, et il a fallu réagir, il a fallu continuer, parce que cet hôpital qui accueillait 80% de civils, qui avait eu un label en 2001 pour justement ses qualités d'hôpital, et a été, par décision nationale, comme un certain nombre d'hôpitaux militaires, décidé d'être fermé
une fermeture qui avance à marche forcée en fonction de l'avancement des travaux de la maison de santé protestante Bagatelle, puisque c'est elle qui va absorber en son sein une partie seulement des activités de l'hôpital Robert-Picqué, sous l'égide d'une nouvelle structure appelée BAIA, projet financé à 30%, à 30 millions, financé au tiers pour un budget global de 90 millions, donc à 30 millions de deniers publics. Comme chaque fois hein, qu'on agrandit et qu'on voilà, une structure privée. Il y a eu pourtant, et c'est bien ça qui a été aussi l'enjeu pendant cette pandémie, un débat public, une enquête publique, qui rejoint un peu le débat que l'on avait tout à l'heure, hein, sur laquelle nous nous sommes fortement mobilisés. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Le rapport de la commissaire enquêtrice indépendante montre que l'adoption d'un tel projet par la métropole ne correspond pas à l'intérêt général. Il y a eu 2000 votes pour, 2000 votes contre et 600 pour. Tout était noté, dossiers et procédures opaques, absence d'études alternatives, disparition d'un hôpital public sur Bordeaux-Sud alors même qu'il comporte des services performants et modernes, concentration au début de la route de Toulouse d'un ensemble hospitalo-immobilier, privé sur un espace confiné, avec adjonction d'un habitat privé important, ajoutant de façon permanente des difficultés de circulation. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout, destruction d'un espace boisé remarquable, voilà, enfin, tout y était. Et pourtant, malgré cette enquête publique, citoyenne, indépendante, il y a eu un vote massif de nos élus métropolitains pour ce projet néfaste. À partir de là, la mobilisation citoyenne a fait parler d'elle. On a continué, évidemment, les rassemblements, les alertes, les courriers, les injonctions. Ça a retardé le déroulement des travaux, on va dire, mais ça n'a pas pesé suffisamment pour l'abandon du projet. Sans doute plusieurs facteurs à cela. Il y avait à la fois les professionnels de Robert-Picqué qui n'étaient pas en capacité de se mobiliser puisque bon, ils avaient un statut particulier, les professionnels de Bagatelle qui, dans leur intersyndicale, soutenaient le projet, BAIA forcément, et puis des comités de défense qui étaient eux-mêmes pas très unis. Donc, du coup, l'un dans l'autre, on n'a pas fait preuve d'une grande efficacité, mais malgré tout, on voit bien qu'on était dans un schéma national aussi, un rouleau compresseur de diminution de lits. Voilà. Donc, nous avons voulu y croire parce que pendant cette pandémie, malgré tout, eh bien, l'hôpital Robert-Picqué, comme par hasard, et comme un certain nombre d'hôpitaux militaires qui ont été réactivés sur le sujet, ont rendu des services. Au 31 mars 2020, ils ont accueilli des transferts de malades du Grand Est. Des personnels de Robert-Picqué, comme par hasard, se sont mobilisés à Mulhouse. Voilà. Mais on n'arrête pas, ce que je disais, ce rouleau compresseur qui s'abat sur la fermeture des lits de nos hôpitaux. Nous devons donc continuer à réfléchir à un mode de lutte et d'organisation, d'autant que nous vous invitons à réfléchir dès ce soir à la fermeture envisagée dans un avenir très proche de l'hôpital Saint-André. Voilà. Donc, sans plomber l'ambiance, voilà, c'est déjà... voilà. Donc oui, on est dans cette situation. Et voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est-à-dire, je vois qu'on ne parle pas assez du médico-social, c'est-à-dire de la santé scolaire, de la protection maternelle, infantile, et la cata, la catastrophe, plus la psychiatrie. La psychiatrie, on en parle pas. Parce que peut-être les parents ont c'est compliqué la psychiatrie. Mais on est en train de fermer beaucoup de services de suivi pour les enfants. Je sais. Et ça, je trouve que... Les champs sont multiples. De toute façon, on parlait d'un champ de ruines tout à l'heure. Donc, de toute façon, ce n'est pas notre petite association qui va... voilà. Oui, ah, mais tout à fait, vous avez raison, mais je partage complètement. Et c'est vrai que... Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, là, j'ai ciblé 2 exemples, je ne voulais pas être trop longue, donc du coup, bon, voilà, c'était... je crois que je fais bien d'ailleurs, parce que comme ça, voilà. Bon, le deuxième exemple que j'avais choisi, c'est que là, pareil, par rapport à cette pandémie, ce qui nous a alertés, c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire que
la difficulté d'accès aux soins pendant cette période, qui a été très mal vécue par les personnes qu'on continuait à rencontrer et qui se retrouvaient, y compris pendant cette période-là, avec des difficultés d'accès aux soins majeures. Alors, problème de rendez-vous, mais problème aussi parce que comme à l'hôpital, on ne pouvait pas, on allait forcément dans le privé, et dans le privé, qu'est-ce qui se passe? Les dépassements d'honoraires, les franchises, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, si nous, c'est un de nos axes de bataille depuis le départ, cet accès aux soins pour tous, c'est vrai qu'on a fait un petit peu notre cheval de bataille, cette lutte contre les dépassements d'honoraires, qui ont été vraiment ancrés dans la loi, hein, et dont de nombreux praticiens se servent. Et on sait qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des patients se trouvent en difficulté d'accès aux soins, justement, et ça en fait une grande partie. Donc, on a monté et réactualisé dans cette période, d'ailleurs, le livret que vous avez sur la table et qui est à votre disposition, sur justement un petit kit de résistance sur la question des dépassements d'honoraires. Et on a continué dans cette période à accompagner des personnes qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas payer et qui avaient connaissance de notre association. Et dans la situation, c'est vrai que notre réponse, elle est à la fois la lutte collective, mais la lutte individuelle aussi, c'est-à-dire d'accompagner les personnes, de leur dire que c'est possible de refuser, c'est possible de dire non, on est là pour les accompagner. S'ils ne se sentent pas en capacité devant le médecin de refuser, et en faisant valoir la présence de notre association, on a pu, y compris avec un certain nombre de personnes, à éviter de payer des dépassements honoraires qui peuvent aller de 100 € à 2000, 3000 €. Voilà. Donc, ce n'est pas anodin. Voilà, nous, ça a été notre façon aussi de gérer cette pandémie, de continuer à lutter pour que cette santé reste accessible à tous. La pandémie donc, a mis en lumière des dysfonctionnements de notre monde, de la santé au sens le plus large du terme, mais également de façon très concrète, nous invitons à revenir au fondement de la solidarité, alors celle des soignants pour faire tenir l'hôpital, celle des personnes entre elles, mais la solidarité ne peut pas cacher que très temporairement les manques flagrants d'un système de santé en grande souffrance et la nécessité d'un combat plus important pour revenir au système de santé solidaire issu du Conseil de la Résistance. Voilà. Mitterrand, il avait proposé de réformer les ordres. Les ordres? Oui, oui. Ça, c'est encore un autre sujet. Il faut commencer par là. On ne pouvait même pas faire avec ça. Pendant 2 ans, c'est bien il y avait même des profs de fac. C'est comme ça que je connais Bernard, quoi de moins, entre autres. Et que les ordres, c'est Pétain qui les a fait. Et nous, on est contre les ordres dans l'association. Et si on ne fait pas les cotisations, moi je fais partie des gens qui étaient qu'en décembre et pas en janvier, on va au tribunal. Et ça, les patients ne le savent pas assez. Et qu'en plus, pour les dépassements d'honoraires, il faut absolument que dans le cabinet médical, quand on arrive le dépassement d'honoraires. Il y avait une telle chamaillerie. Il faut que ça, oui, j'avais une question. Impressionnant. Au départ, le président de la République, il présente le décor, effectivement. Il dit voilà, on est en guerre. Bon, donc voilà, il nous donne, il fixe le cadre. Donc on n'échappe pas à ça. Forcément. Il installe la terreur, il installe le décor. Bon, on est tous saisis, etc., confinement, parce qu'on ne sait pas faire, etc. Pourquoi j'apprends il y avait un recours, parce que les choses ont été pensées bien en amont, mais finalement, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas voulu. Moi, ma question, c'était, est-ce que, malgré la sidération, le saisissement au départ, est-ce qu'il n'y a pas ensuite, je vais traiter peut-être un peu de complotiste, mais des raisons politiques qui font que ils continuent à faire ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de confisquer et l'information et donc le pouvoir?
réduire d'une certaine manière un peu la démocratie, réduire un peu les alternatives qui étaient proposées aussi, parce qu'on dit les politiques, mais finalement, il y avait quand même des propositions politiques différentes. Hein. Comme on disait, les poissons, si on ne voit pas qu'il y a des sardines et des requins, ben, à un moment donné, on voit un peu la question. Qui veut répondre? Installez-vous aussi à nouveau sur la... Et si ça marche tout de suite, hein. Des éléments que vous voulez. Je vous rejoins. Hein, je pense que cette crise a été pour certains en France, mais c'est aussi le cas par exemple au Canada ou en Italie, hein, pour certains dirigeants politiques. Hein, Barbara Stiegler, vous parlerez des dirigeants néolibéraux. Pour certains, c'était une divine surprise. Effectivement, c'était un accélérateur, hein, comme c'était souligné pour l'hôpital ou autre. Il y avait des choses dans les tuyaux et la crise a permis de les accélérer. Le virage numérique dont parlait monsieur tout à l'heure, pareil dans l'enseignement, hein, pareil dans beaucoup de domaines. Donc la crise a été un prétexte à accélérer des réformes ou des évolutions qui auraient été inacceptables par ailleurs, hein, par la population. Et cette sidération que vous décrivez a servi aussi à faire passer toutes ces pilules, toutes ces couleuvres que l'on a acceptées de gré ou de force depuis 2 ans. Et le fait nous sommes en guerre, ça a tué aussi toute opposition, et pas uniquement politique, scientifique, administrative. Moi, par exemple, la pétition qu'on avait lancée avec Barbara contre le pass sanitaire, j'ai reçu une vingtaine ou une trentaine de messages de collègues qui étaient à la tête d'agences sanitaires nationales, qui étaient à l'Académie de médecine, etc., qui me disaient « T'as raison, mais tu comprends que je ne peux pas le dire publiquement. » Mais pourquoi tu ne peux pas le dire publiquement? Ben, c'est vraiment un terrorisme intellectuel, hein, et c'est qui a figé. Hein, c'est religieux, c'est l'existence d'une bonne pensée, de bien pensance. C'est extrêmement difficile. Et pour dire que le pouvoir en jouer, je ne sais pas si vous vous rappelez la campagne abominable sur la vaccination des jeunes qui avait été faite cet été par le ministère de la Santé en partenariat avec Skyrock, une radio, et qui était abominable à plusieurs titres. Mais je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que quand je vous parlais de lever de toutes les barrières, dans la campagne, il y a 2 adolescents qui dialoguent et il y en a un qui dit « je suis anti-vax » et l'autre qui dit « non, tu es pro-virus ». Donc tout de suite, ça montre. Hein, donc si on n'est pas dans la campagne vaccinale du gouvernement, on est pro-virus. On est chez l'ennemi, très clairement. Et d'ailleurs, dans cette campagne, quand je dis qu'elle était abominable jusqu'au bout, la conclusion, c'était, comment c'était mis, c'était sur les réseaux sociaux, c'est une campagne qui était pour les réseaux sociaux, c'était mentionne un ami pro-virus. C'est-à-dire qu'on incitait les jeunes au cyberharcèlement. Quand on sait l'effet du cyberharcèlement, hein, en termes de santé des jeunes, c'était la délation du cyberharcèlement, etc. Enfin, c'est dramatique, mais c'est pour dire, cette campagne, elle formalisait ce qu'il y avait, hein, dans les schémas politiques, c'était de faire ami-ennemi. Et effectivement, ça permettait de tout faire passer et ça permettait de faire un grand pack. Tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne, c'était des antivax, des complotistes, des platistes, des fachos, tout ce qu'on veut. C'était une immense marmite dans laquelle on mettait tout le monde et ça tétanisait. Moi, j'ai des collègues qui sont en santé publique, pas en épidémie, en santé publique. 80% ou 90%, voire 95% de mes collègues, qu'ils soient praticiens, chercheurs, dans l'administration, sont d'accord avec ce que je dis. Il n'y en a pas un qui ose s'exprimer, ou très peu, parce que voilà, on est dans cette ambiance-là que vous avez décrite. Il y aurait une question? Justement, moi, ce qui m'a tout à fait sidéré, pas tant la pandémie, cette survenance-là, etc., c'est la réaction, l'absence de réaction contradictoire qu'il pouvait y avoir. Moi, de ma place totalement inexperte, mais je me suis dit, c'est pas possible, là, ce qu'on nous vend, c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans de la santé publique. Alors, je suis allée chercher, je me suis dit, personne ne dit rien, comme c'est bizarre. Il y a les scientifiques, les médecins de santé publique, j'entends personne. C'est vrai que je pourrais ne pas entendre parce que je n'écoute pas la télé jamais. Donc, ça n'arrivait pas à mes oreilles, mais je pense que ce n'était pas le bon canal de toute manière.
Mais voilà, donc je regarde, je cherche, je vais aux infos, je fouille, je trouve quelques tutos où on nous livre un petit peu autre chose. J'ai trouvé Moutielli notamment qui avançait des petits trucs. Et puis j'avais dans le passé un peu lointain croisé la démarche de santé publique et notamment à l'époque Didier Fassin très jeune. Je me suis dit, bon sang, ce médecin de santé publique, il doit bien dire autre chose, c'est pas possible. Donc je suis allée fouiller, je suis tombée sur des interventions de Didier Fassin qui m'ont beaucoup réconfortée du point de vue du sens des choses et de la réalité des choses. Mais je trouve effectivement saisissant jusqu'à aujourd'hui que la parole scientifique controversée, pourquoi pas, mais qu'elle ne puisse pas avoir sa place, qu'un discours officiel, dominant qui ait pu être entendu, et qu'il soit aussi fort dans l'opinion publique générale soumise à cette doxa et sous la responsabilité forte des médias qui sont quand même tout à fait affolants pour le peu que je les ai entrevus ici ou là, ont une responsabilité quand même énorme dans cette affaire, et même donc des scientifiques eux-mêmes qui ont du mal un petit peu à prendre un peu de taureau par les cornes et puis à oser sortir de ce militisme. Et puis les partis politiques, parce que moi je ne dis pas possible quand même, les partis politiques, ils peuvent justement peut-être s'appuyer sur les scientifiques et les représentants de la santé publique capables de leur apporter des arguments pour dénoncer ce que ce pouvoir en place est en train de manigancer. Parce que pour mon compte, d'emblée, il m'a semblé qu'on était sur une manipulation. On a saisi l'opportunité, évidemment. Bon, il y avait ce virus, moi je ne me suis jamais posé la question. On n'a pas compris du tout, parce que j'ai été perçue comme complotiste souvent, comme rétrograde bien sûr, comme je ne sais pas quoi encore, y compris dans mon réseau le plus proche. Je veux dire, c'est assez terrifiant de voir ça. Et donc, il me semblait utile de chercher des moyens de faire qu'on mette en débat. Et c'est encore, même si c'est 2 ans après, c'est dommage que ce ne soit pas plus tôt, mais c'est encore tout à fait urgent par rapport à ce que cette situation donne à voir de l'état de ruine, pour reprendre le terme que j'avais cité tout à l'heure, à la fois du système de santé et de la politique publique en matière de santé, mais aussi de l'état tout à fait catastrophique de notre soi-disant démocratie, dont on a juste la caricature. Moi, je me pose toujours la même question. La dernière intervention. Nous n'avons plus de possibilité parce que 57 ça va fermer. D'abord, pourquoi il y a eu que 10%? Si on veut respecter les personnes de sécurité qui doivent faire des rondes importantes, etc. Myriam, 3 mots et on termine. Est-ce que c'est possible 3 mots? Oui, j'ai vu la tête des sénateurs à la réaction de l'exposé de Esbiol. Alice Desbiol, oui. Voilà, on parlait de santé publique. Voilà, s'il y a une professeure de santé publique qui s'est exprimée, bien exprimée, c'est elle. Voilà. Donc, je vous encourage à regarder cette vidéo. C'est excellent au Sénat. Ouais, au Sénat. Mais je me dis, j'ai vu la tête des sénateurs quand elle a parlé. Je me dis, ils n'avaient pas le téléphone. Juste. Voilà. Et moi, à mon âge, j'avais 78 ans. Quand on était à santé publique, il y avait le professeur Célizé, on était considérés comme des zombies. Merci beaucoup à nos intervenants d'avoir travaillé, de s'être déplacés. Également comment on a pu à la solution très intéressant. Malheureusement, c'est que nous préparions, nous récupérions les locaux de sécurité qui s'arrondent là et voilà. Il faut respecter aussi.